Alors, bonjour à tous et à tous. Un immense merci d'être avec nous ce soir. La salle est complète. Je pense qu'on peut tout d'abord s'applaudir. Parce que j'adore donc un immense merci d'être parmi nous ce soir. Vous allez ce soir découvrir un film saisissant. Il y a mon téléphone qui sonne, je suis en train de faire exactement ce que vous ne devriez pas faire pendant la séance. Donc éteignez bien vos téléphones portables. Donc vous allez voir, vous allez découvrir un film en maxi avant-première. Le film sort dans une semaine et c'est un film saisissant, notamment parce qu'il traite d'un sujet qui est trop peu évoqué en Occident, les violences et les horreurs qui sont perpétuées en République démocratique du Congo. Le Congo, je le rappelle, ça a d'abord été une colonie belge et c'est ensuite un pays qui a été ravagé par deux guerres, les deux guerres du Congo de 1996 à 2003. Et aujourd'hui encore, certaines régions du Congo, notamment l'Est, sont ravagées, pillées par des milices qui utilisent notamment le viol comme arme de guerre. Le film que vous allez voir relate l'histoire d'une équipe plus que fantastique, plus qu'extraordinaire, qui a réussi à se battre et qui se bat encore aujourd'hui pour soigner les femmes victimes de ces viols-là et pour surtout essayer de ramener la paix. Et ce soir, pardon, je suis un peu émue, ce soir, on a l'immense honneur d'accueillir avec nous le chef de cette équipe, le docteur Denis Mukwege. En plus du docteur Denis Mukwege, j'ai l'immense honneur également d'avoir une immense partie de l'équipe du film, notamment la réalisatrice Marie-Hélène Roux, juste à ma droite. Un petit peu, je ne sais pas si mon micro fonctionne. Hop là. Merci à toutes et tous d'être là. C'est un honneur de vous présenter notre film, qui est un travail de 10 ans avec ma productrice Cynthia Pinet et qui est inspiré du combat extraordinaire du docteur Mukwege et de ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de pire dans notre humanité. Et vous allez voir le film, je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, on a la chance aujourd'hui, en plus du docteur Mukwege, d'avoir Vincent Macken qui interprète le docteur Kadier. Et vous allez voir, c'est une amitié unique entre aussi deux hommes. On a la chance d'avoir Manon Brèche, Deborah Lukumwena, Joëlie Mundu, Dada Stella Marraine, Nicole Etou Bongo, Jean-René Lemoine, co-auteur avec moi sur le film, Cynthia, que vous avez vu, c'est la productrice. Et voilà, c'est toute une équipe et je vais laisser la parole au docteur Mukwege. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour nous, votre présence ce soir, c'est pour pouvoir partager notre combat. Et je suis très touché par... en fait, je vois que la salle est pleine. Donc cette volonté de dire, ensemble, nous pouvons changer les choses. Le film que vous allez voir, c'est effectivement une fiction, mais malheureusement, les viols continuent à l'heure où je vous parle. En République démocratique du Congo, les femmes, les enfants continuent à être violés, à être tués. Et je pense que notre silence pourrait s'apparenter à une complicité. Mais votre présence ce soir, c'est pour dire tout simplement, nous voulons dire non aux violences sexuelles, non aux violences dans les conflits, non à l'usage du viol comme une arme de guerre. Merci beaucoup pour être là. On aura le temps de discuter après le film, donc on ne va pas entrer dans le détail. On va vous laisser suivre le film et après
nous allons pouvoir en parler. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, à tout à l'heure, très bonne séance. Bonsoir à tous. C'est encore un extrême honneur de pouvoir accueillir une grande partie de l'équipe du film, ainsi que le docteur, chirurgien, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018. Denis Mukwege. Alors, grand merci pour cet accueil, pour ces applaudissements. Je vais très très vite donner la parole à la salle. Je vais introduire par une question. Tout simplement, Marie-Hélène, pouvez-vous nous raconter comment est né le désir de raconter cette histoire au cinéma par la fiction, cette nécessité peut-être, et ensuite, Denis Mukwege, peut-être que vous pourriez nous parler de comment est-ce que vous avez soutenu et accueilli ce projet de film. Je rappelle que les micros étaient fermés et qu'il faut juste les déloquer au niveau. Alors, bonsoir. Le début de la rencontre a été un livre que le docteur Mukwege a écrit avec le docteur Guy Bernard Cadière en 2014. Et quand j'ai lu leur ouvrage, j'ai été choquée et j'ai fait face à ma propre ignorance. Pourtant, je suis née au Gabon, j'ai grandi dans différents pays d'Afrique, le Burundi, la République centrafricaine, et j'ai réalisé que face à mon ignorance, et surtout j'ai réalisé cette souffrance, cette horreur qui se passe sur les corps de femmes depuis plus de 30 ans, et j'ai été choquée, et à la fois j'ai été inspirée, émerveillée par l'extraordinaire de cet homme, le docteur Mukwege, qui a créé, comme ils le disent, un îlot de paix au milieu de l'enfer. J'ai été inspirée aussi par la force des femmes. Tout, en fait, quand j'ai vu, quand j'ai lu, quand je commençais à me renseigner, et il y avait tout ce qu'il y a de plus beau et tout ce qu'il y a de pire dans la condition humaine. Et il y avait cette amitié unique entre deux hommes, le docteur Mukwege et le docteur Cadière, interprété par Vincent Macaigne. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, ça fait du bien de se dire qu'au-delà de nos différences, on peut venir de différents continents, avoir différentes religions, s'aimer, et c'est un beau message aussi. Et bien évidemment, je pense qu'on va parler avec le docteur, grâce au docteur, de la situation au Congo, et puis après avec Cynthia Pinet, ma productrice. Ça a été des années. Je suis allée sur place à Panzi, à Bukavu. Voilà, je ne vais pas vous raconter, ça serait trop long, et je trouve que la parole du docteur est pertinente, donc je préfère lui laisser la parole. Tout à fait, justement, comment avez-vous accueilli ce projet? Comment surtout l'avez-vous soutenu? Quelle importance un film comme Muganga, celui qui soigne, qui sort en 2025, a une importance aujourd'hui? Merci, je tiens encore à remercier le public d'être venu nombreux pour voir ce film. En 1999, quand je soigne pour la première fois, alors que j'étais gynécologue obstétricien dans la région, j'étais seul. Et quand je soigne pour la première fois une femme qui était violée par 7 personnes, et ils n'ont pas trouvé mieux qu'après l'avoir violée, ce qui est terrible, de pouvoir détruire son appareil génital par une arme à feu. Je pensais que ça devrait être un enfant qui a commis cet acte. Mais 3 mois après, c'était le 1er septembre 1999, et 3 mois après, je venais de soigner 45 patientes dans la même condition, me racontant la même histoire.
ils m'ont violé. Ils étaient 2, 3, 4, 5, souvent après 2 et 3, les femmes perdent la connaissance et donc ne savent pas ce qui se passe. Et donc, 3 mois après, je me dis, quand même, je suis dans la région depuis 15 ans, c'est la première fois que je vois pareille pathologie. J'intéresse Human Rights Watch, qui va écrire La guerre dans la guerre sur le corps de femme. C'est un article que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Moi-même, je vais écrire un article scientifique pour décrire les cas que j'avais soignés. Et depuis, nous avons écrit des articles scientifiques, nous avons fait des classifications, nous avons publié dans les journaux scientifiques. Nous aussi, nous avons rencontré les médias, nous avons fait des documentaires. On a utilisé tous les moyens pour essayer de sensibiliser le monde par rapport à ces drames. Et aujourd'hui, lorsque j'avais rencontré Marie-Hélène et qu'elle est là pensée faire une fiction, je me suis vraiment, j'ai donné tout ce que je pouvais faire pour qu'elle puisse faire cette fiction, puisque j'ai cru que nous avons atteint un public. Peut-être il y a des gens qui sont bloqués, qui ne veulent pas, par exemple, regarder des documentaires. Ils trouvent que c'est dur, c'est difficile, mais avec un film fiction, ça peut provoquer des questions. Et ce soir, nous sommes là pour que nous puissions parler de cette situation dramatique. Je crois que je ne peux pas terminer sans pouvoir dire, aujourd'hui, les violences sexuelles sont dans tous les conflits que vous connaissez. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique latine, tous les conflits que vous connaissez, l'utilisation du viol est devenue systématique dans tous les conflits. Et les derniers rapports des Nations Unies montrent que, en fait, le nombre de victimes de violences sexuelles continue à augmenter chaque année. Alors, je pense que votre présence ce soir, c'est pour mieux comprendre cette arme qui est utilisée pour détruire notre humanité, les dénis de l'humanité de l'autre. C'est ce qui est encore beaucoup plus choquant. Je crois qu'ensemble, nous allons cheminer dans cette voie de combat contre l'usage du viol comme arme de guerre. Merci. Alors, on a encore une bonne demi-heure devant nous. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Merci infiniment à l'équipe. Merci, docteur. J'aimerais savoir, docteur, le film montre que manifestement vous avez beaucoup d'ennemis et heureusement vous êtes toujours en vie. Je voulais avoir votre sentiment sur le fait qu'heureusement vous êtes toujours là et ils n'ont pas réussi à vous attraper. Heureusement. Je suis autant heureux que vous d'être en vie. Et sincèrement, je crois que c'est une question, en fait. Pourquoi les gens peuvent s'attaquer? Je crois que ma seule faute, c'est de pouvoir dire ces femmes ont droit à la justice. Et cette justice on doit leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'elles connaissent la vérité. Ces femmes ont droit à des réparations par rapport à ce qu'elles ont subi. Et je pense que le fait de demander que le bourreau puisse répondre de leurs actes, ça me crée des ennemis qui veulent absolument, qui m'en veulent, qui veulent mettre fin à ma vie. Aujourd'hui, je suis encore en vie, j'espère pour longtemps, puisque tout simplement, avec vous, nous allons essayer de pousser cette cause plus loin. Comprendre pourquoi l'homme peut transformer le corps de la femme en champ de bataille pour
pourquoi ne pas considérer les femmes, les filles qui sont devant nous, avoir cette empathie, que elles pouvaient être nos sœurs, nos mères, nos femmes, etc. Et je crois que c'est là où toute la question se pose. Aujourd'hui, demander, exiger la justice, c'est mettre sa vie en danger. Bonsoir docteur, bonsoir à toute l'équipe. Encore félicitations vraiment pour cette œuvre magnifique. Merci à la réalisatrice. Dans le film Isaac de Bancolé, qui voilà, c'est dommage, précise que, enfin, donc il parle pour vous, que ces femmes que vous réparez, elles vous réparent aussi. Est-ce que c'est de vous ou est-ce que ça pourrait être de vous aussi? Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est très traumatisant d'écouter les histoires des victimes des violences sexuelles. Il n'y a pas que moi, j'ai eu des psychologues qui ont quitté leur travail puisqu'elles ne pouvaient plus. Il y a du personnel soignant qui se trouve traumatisé et à la fin ils abandonnent ou tout simplement eux-mêmes se trouvent en soins. Et si j'ai dit que ces femmes me soignent, c'est puisque j'ai toujours été étonné. J'ai commencé à soigner les victimes de violences sexuelles. J'avais 40 ans, un peu plus de 40 ans. Et jusque-là, je dois être... Si je suis franc, je ne connaissais pas la force des femmes. Je pouvais voir que ma mère m'aimait, bon, mais voilà, c'était normal. Mais avec ces femmes, j'ai découvert une force extraordinaire. Puisque lorsque une femme est violée, en présence de ses enfants, de son mari, de la communauté, c'est pas seulement l'acte de violer qui est terrible, mais c'est aussi nier à cette femme son humanité. Et normalement, je crois que ces femmes devraient plutôt aller vers la vengeance. Mais les femmes que je soigne, je suis surpris de constater que lorsqu'elles vont bien, physiquement et mentalement, ce sont des femmes qui vont plutôt vers les autres pour aider les autres. J'ai beaucoup d'exemples, des femmes qui sont passées à Panzi, qui aujourd'hui sont infirmières, sont anesthésistes, et une m'avait dit, j'avais tellement souffert, j'avais tellement mal, puisqu'on avait tiré sur elle, après l'avoir violée. Elle me dit, le seul moment où j'ai senti que j'étais en vie, c'est quand j'étais dans les mains des anesthésistes. Et donc, docteur, aidez-moi à devenir anesthésiste, parce que je ne voudrais pas qu'une autre femme ait la même douleur que j'avais, la même souffrance que j'avais. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Elle a souffert, elle a perdu tout, mais elle continue à penser qu'il faut qu'elle travaille pour que les autres ne subissent pas la même chose. Et moi, je crois que quand je vois ça, je me sens petit par rapport à ces femmes qui ont un cœur, un gros cœur, et qui vont vers les autres avec l'amour, en s'identifiant aux autres. Je crois que ce soir, c'est cette empathie que nous devons avoir par rapport aux femmes congolaises, mais aussi aux femmes ukrainiennes, aux femmes dans d'autres conflits, au Soudan, etc. Je crois que nous devons nous dire jamais ça. Parce que je pense que transformer les corps des femmes en champ de bataille, c'est tout simplement nous humilier tous. Et ces femmes savent le faire. Il y en a qui sont enseignantes, et elles ont des raisons. D'autres sont juristes. Il y a une semaine, il y a une qui est juge à la Cour pénale internationale. Elle a fait son témoignage. Toute la salle, on était en pleurs. Parce que je crois que on aurait
vit plutôt la vengeance. Mais elles, dans leur résilience, elles vont vers les autres pour que les autres ne souffrent pas comme elles. Et donc, pour moi, ça c'est une thérapie, je trouve ça merveilleux. C'est pour ça que j'ai écrit La force des femmes, puisqu'elle m'impressionne, leur capacité d'aimer. Bonsoir docteur, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. En tout cas, le film est très émouvant. Je trouve que j'avais déjà vu le film L'homme qui répare les femmes, et je trouve que ça permet de remettre le sujet d'actualité, de ne pas l'oublier. Et hélas, oui, c'est d'actualité. Alors j'aurais deux questions. Une, peut-être par rapport à l'ensemble de l'équipe, si vous arrivez à faire qu'il y ait de la relève ailleurs, ou est-ce qu'il y a des antennes qui se sont créées ou des hôpitaux spécifiques aussi pour réparer les femmes, soit en RDC, soit dans votre région, soit ailleurs. Et puis une autre question peut-être plus personnelle pour vous. Actuellement, quelle est votre position ou qu'est-ce que vous pensez de l'avortement qui a été quand même un sujet de débat, d'échange fort dans le film? Je vais couper la parole au docteur, je m'en excuse, mais je dois rappeler une chose, c'est d'abord l'histoire se passe en 2011. Je dois aussi rappeler que c'est une fiction, et le pouvoir de la fiction, elle dépasse le réel. Et le pouvoir que me donne à moi, auteure, réalisatrice, la fiction, c'est d'engager ma vision, c'est d'engager mes convictions. Et ce que j'ai dit quand j'ai rencontré le docteur Mukwege et le docteur Kadia, j'ai dit, voilà, j'avais un peu peur quand ils ont vu la première fois le film, parce que c'est inspiré d'eux, mais ce sont des thématiques, ce sont des choix artistiques, et ce sont des choix, un angle même, du traitement de cette histoire qui est la rencontre de ces hommes. Et le fait de travailler cette rencontre me permettait à moi et à mon co-auteur Jean-René Lemoine de pouvoir justement travailler et développer des personnages féminins, parce que je voulais que ces femmes, elles puissent avoir des visages, elles puissent avoir des mots, on puisse s'émouvoir avec elles et voir le lien que le docteur a créé avec elles. Et pour parler de cette prise de position et des différentes positions, que ce soit le docteur Mukwege et le docteur Kadier, donc ce sont des personnages, c'est moi en tant que femme aussi, qui pousse quand vous travaillez un scénario, il y a une dramaturgie et qui pousse le conflit. Donc ça, ce n'est pas le conflit que moi j'ai écrit, que nous avons écrit, c'est un conflit qui n'existe pas entre les deux docteurs. Et c'est aussi pour parler de la femme, du corps de la femme, non seulement en RDC, parce qu'il faut savoir, le docteur en parlera mieux que moi, que c'est interdit par la loi, mais aussi de par le monde où la femme, malheureusement, perd beaucoup de son choix à posséder de son corps, tout simplement. Donc je vais laisser le docteur parler, mais je pensais que c'était important de rappeler que c'est une fiction inspirée des docteurs, mais que j'y mets ma patte. Et voilà. Je crois qu'il voulait faire ça comme ça. C'est une fiction. Merci madame. Je crois qu'aujourd'hui, ce soir, je suis accompagné par d'abord madame Catherine Complex, qui est la directrice ou la secrétaire exécutive de la Fondation Denis Mukwege, et qui aujourd'hui travaille pour faire l'expansion du modèle holistique des Panzi, qui est un modèle qui a 4 piliers, donc la prise en charge médico-chirurgicale, psychologique, la réinsertion socio-économique et l'assistance légale. Ces modèles qui aujourd'hui, nous considérons que ça devrait être un droit humain,
où une femme qui n'a pas été protégée par la communauté, qui n'a pas été protégée par la société, qu'elle puisse au moins avoir une prise en charge holistique. Et c'est elle qui doit décider, ça doit être une prise en charge centrée sur ses besoins. Nous n'avons pas à définir ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. C'est elle qui va nous dire comment nous allons l'accompagner. Et ces modèles, nous sommes en train d'implanter. En République démocratique du Congo, nous avons déjà quelques hôpitaux qui pratiquent ces modèles. Et à l'extérieur du Congo, je crois la semaine passée, nos équipes étaient en Syrie pour former les organisations syriennes qui veulent mettre aussi en place ces modèles. Nous sommes ici en Europe, nos équipes ont été en Ukraine. Nous avons des échanges avec le gouvernement ukrainien qui est venu aussi à Panzi pour voir comment nous pratiquons ces modèles. En Afrique, nous sommes en République centrafricaine. Prochainement, nous serons au Burundi, en Éthiopie, au Tchad pour les réfugiés qui viennent du Soudan. Voilà, donc nous essayons, dans la mesure du possible, de partager cette expérience avec d'autres pays qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, nous le savons, partout où il y a du conflit, malheureusement, ce sont les femmes et les enfants qui payent les lourds tributs. Et je dois pouvoir les dire ici. Je suis personnellement impressionné par ce que fait le gouvernement ukrainien, puisque je suis aussi accompagné par la secrétaire exécutive de Global Survival Fund. C'est un fonds que nous avions créé en 2019, un fonds qui permet de faire une réparation intérimaire, donc avant qu'il y ait la justice. On s'est aperçu qu'il y a des victimes qui meurent avant que les droits soient dits. Et donc souvent elles vont mourir des maladies, elles vont mourir de souffrances mentales. Et il est très très important de pouvoir les soutenir avant, puisque ce processus judiciaire est très très long, pénible. Souvent les femmes, je dois dire qu'elles sont punies pour la seconde fois, puisqu'il faut qu'elles prouvent que c'est arrivé. Mais dans la situation de conflit, comment elle va apporter des preuves de ce qui s'est passé? J'ai un juge aussi qui m'accompagne de la CPI et qui est en face de moi. Et donc, souvent j'ai dit, sur le plan médical, nous savons ce qu'il faut faire. Sur le plan psychologique, nous savons ce qu'il faut faire. Sur le plan socio-économique aussi. Mais nous avons encore un problème sur le plan légal, puisqu'on demande aux femmes de prouver qu'elles ont été violées. Bon, je crois que je ne vais pas entrer dans cette discussion, mais c'est parfois tellement long qu'on a constaté qu'il y a des femmes qui meurent avant que la justice soit rendue. Et donc, de cette idée, nous avons créé ces fonds globaux qui permettent de prendre les victimes de violences sexuelles, leur donner une réparation intérimaire. On a vu dans le cas, par exemple, de la Guinée-Conakry, que ça a permis aux femmes d'être encore beaucoup plus fortes, d'aller en justice, pas aller en justice en courbant les chines, mais plutôt avec les épaules, puisqu'elles étaient soutenues. Et donc, je crois que ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir partager nos expériences avec les autres pays en difficulté. Je crois, pour le moment, le Global Survival Fund travaille dans 26 pays. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 26 pays dans le monde. Et je disais que l'Ukraine fait un travail magnifique, puisqu'ils n'ont pas attendu la fin de la guerre pour faire des réparations. Les femmes ne doivent pas
puisqu'il y a un conflit, attendre que le conflit se termine pour qu'elle puisse avoir la réparation. Ça doit se faire avant. Les soins doivent se faire, même s'il y a la guerre, la souffrance est là, et ces femmes souffrent, elles doivent être prises en charge correctement. Et nous avons cet exemple de l'Ukraine qui a commencé la prise en charge, les réparations, pendant que le conflit continue. Je crois que c'est un exemple qui devrait inspirer beaucoup d'autres pays qui ont le même problème. En ce qui concerne la discussion, effectivement, elle a dit que c'est une fiction, mais ce que nous essayons de faire par rapport aux victimes de violences sexuelles, nous avons un protocole, et l'hôpital de Panzi est le seul hôpital qui accepte dans la région, malgré la loi, nous sommes notre constitution, nous sommes signataires du protocole de Maputo, mais ce protocole de Maputo, il faudrait que, en fait, le processus est très long, mais aujourd'hui, à l'hôpital de Panzi, je dois dire que nous, les femmes qui viennent, en ayant 48 heures, à 72 heures, nous sommes les seuls qui gardons notre kit pour prévenir une grossesse non voulue. Puisque je dois dire que lorsqu'une femme a un enfant, après un viol, c'est une épine irritative qui va perturber même tous les traitements que nous faisons. Parfois, c'est cet enfant qui paye. À chaque fois qu'un enfant fait quelque chose, on se rend compte que la mère, qui allait déjà bien, réchute. Mais je crois que c'est une question. Peut-être que Marie-Hélène a voulu mettre ça pour créer un petit peu la provocation. C'est surtout pour vous parler de... Voilà. Merci, madame. Bonsoir et merci aussi à toute l'équipe et à la réalisatrice pour ce film magnifique. Moi, ce que je voudrais évoquer, c'est la réaction des familles. On n'est jamais confronté à la relation entre les femmes qui ont été violées et les familles restantes. Deux choses sont dites simplement. Premièrement, que dans un cas, la famille a expulsé la femme qui avait été violée en la traitant de putain. Et dans un deuxième cas, que parfois, on obligeait effectivement la femme violée à épouser son violeur. Comme ça, ça posait relativement moins de problèmes. Et donc, j'aimerais savoir si ce sont des cas d'espèce extrêmement limités, ou si effectivement ce genre de comportement de la part effectivement des familles est quelque chose de courant, et si c'est le cas, est-ce que vous avez des éléments d'explication? Je ne sais pas à qui la question s'adresse spécifiquement là. Merci. Docteur, je pense que... Oui. Voilà, je crois... dans beaucoup de familles, lorsque le viol se commet, surtout quand ça se commet en public, j'ai vu la réaction des hommes. Les hommes, non seulement ils sentent qu'ils perdent leur masculinité, et j'ai eu beaucoup d'hommes qui me disaient, qui venaient pour me voir et me dire, vous savez, voir sa femme violée, qu'on ne peut rien faire pour l'aider, devant les enfants, devant tout le monde, après on n'est plus les mêmes. Docteur, vous aidez les femmes, mais nous les hommes, vous ne faites rien pour nous, alors que nous souffrons autant que les femmes. Et une fois, j'ai eu l'expérience d'une femme qui voulait absolument qu'on l'accompagne pour une médiation familiale, ce que nous avions fait, et le couple, ils sont retournés chez eux en couple, mais 3 mois après, la femme est venue pour me dire mon mari,
a roulé dans la farine. En fait, depuis 3 mois, on n'a jamais eu de rapport sexuel. J'ai fait tout ce que je peux faire, mais lorsque ces moments arrivent, enfin, je trouve qu'il n'est plus les mêmes. Et j'avais convoqué cet homme. Et quand je lui ai posé cette question, il a commencé à pleurer. Et puis il m'a dit, docteur, est-ce que vous imaginez, quand j'avais fui mon foyer, j'espérais recommencer ma vie. Mais à chaque fois, même là où je suis allé, je ne pouvais pas avoir un rapport sexuel. Puisque quand cette image revenait, eh ben, je n'étais plus capable. Et aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est m'aider à redevenir homme. Et je crois que quand les hommes vous disent, en fait, je ne suis plus un homme, les hommes comprennent. Puisque parfois, on fait cette confusion entre la sexualité et l'homme lui-même. Et ça pose un problème, c'est que les hommes, j'ai petit à petit commencé à comprendre que lorsqu'ils sont humiliés devant les femmes, cette fuite de quitter le village, abandonner la famille, c'était aussi une façon de se réfugier par rapport à l'humiliation civile. Et quand je vois dans les années 1999 au début, c'était presque systématique. Aujourd'hui, avec les psychologues que nous avons, avec des assistantes sociales qui parlent avec les familles, avec les hommes, j'ai dit que dans notre pilier, nous avons la réinsertion socio-économique. Ça ne s'intéresse pas seulement à la victime, mais ça s'intéresse à la famille, à la communauté, etc. Les cas de rejet ont beaucoup diminué. Et je commence à réaliser que c'est puisque tout simplement, on peut les prendre en charge sur le plan psychologique, c'est qu'ils leur permettent d'avoir une vie physiologique et normale, et donc de considérer qu'ils sont hommes. Puisque aussi les femmes nous disent, quand on m'a violé, on m'a tué. J'ai trouvé cette expression en Corée du Sud, je l'ai trouvée en Irak, je l'ai trouvée en Colombie, au Congo, et en fait, la souffrance de la violence sexuelle, elle est universelle et exprimée de la même façon. Quand vous trouvez n'importe quelle femme sur le globe, moi, celle que j'ai rencontrée, elle me disait toutes, on m'avait tué. Et je pense que cette expression est très forte et qui touche au plus profond des lettres, et ça entraîne souvent ces exclusions, ces rejets. C'est puisqu'il n'y a pas un accompagnement psychologique et un accompagnement social au cas. En ce qui concerne le mariage, ça c'est plus ou moins lié à, je dois dire, avant même le viol, avant même le conflit, par exemple, en République démocratique du Congo, quand un homme violait une femme célibataire, il payait la dot. Mais nous avons une loi qui est claire par rapport à ça, et nous travaillons beaucoup pour sensibiliser et refuser les arrangements à l'amiable. Un crime, le criminel doit répondre de ses actes. Et souvent, les familles trouvent que lorsqu'ils font cet arrangement à l'amiable, c'est comme si, en fait, ils allégeaient la honte de la famille. Mais aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans la sensibilisation. Un viol, c'est pénal, c'est un crime, ça doit être pénalisé et pas faire un arrangement à l'amiable. Je crois Le docteur Mukwege et l'hôpital de Panzi ont aussi beaucoup d'unités mobiles où il y a beaucoup l'éducation qui passe, la sensibilisation qui passe par l'éducation et d'aller, comme on dit dans le film, c'est d'éduquer les hommes, d'éduquer, et je pense qu'il y a un travail important qui est fait à ce niveau-là à l'hôpital. Alors on va prendre encore 2 dernières questions.